communication chez Aleph. Et aujourd'hui, on est ensemble pour notre format 10 minutes live sur le thème du coût d'une attaque cyber. Je te laisse te présenter, Nicolas. Alors, bonjour à tous. Nicolas Hernandez, je suis le président cofondateur d'Aleph Networks et je vais vous parler d'une approche sur les coûts d'une attaque cyber. On va commencer et puis de toute façon, il y aura la rediffusion pour les retardataires. Désolée. Alors, Nicolas, comment on sait en fait si on est une victime ou plutôt responsable de notre fuite de données? Alors, c'est un vrai sujet parce qu'on entend souvent, suite à une attaque cyber, une posture unique, dire nous sommes victimes, donc on n'a pas de problème. C'est pas notre responsabilité. Et en fait, effectivement, cette posture ne fonctionne pas. Alors, on a plusieurs cas. Vous avez des data leaks ou des attaques directes sur votre système d'information. Donc, je ne vais pas vous parler d'arrêt de la production, mais plutôt de la partie data qui va sortir de votre SI. Donc là, c'est le cas le plus violent et le plus visible parce que vous êtes au courant directement d'un data leak et d'une attaque. Donc, vous êtes effectivement victime, mais vous avez une part de responsabilité qui va dépendre des efforts que vous avez faits pour anticiper ou vous protéger de ces attaques-là. Donc, vous avez vraiment les deux aspects. Vous êtes certes victime, mais vous avez aussi des responsabilités. Là, vous avez un autre cas, c'est le data leak issu d'un fournisseur. Là aussi, il y a plusieurs cas. Soit il vous a prévenu, il a fait son travail de déclaration, soit il ne l'a pas fait et vous le découvrez parce que vous identifiez avec des outils de veille que effectivement vous avez des données qui vous appartiennent, qui vous concernent, qui sont sorties. Donc il y a plusieurs cas. Là, vous êtes directement victime, mais vous avez aussi une responsabilité de déclarer à la CNIL, à vos clients et à vos fournisseurs que ces données-là ont bien fuité et en cascade de prévenir tout le monde. Seule raison, c'est anticiper. C'est pour ça qu'on a une obligation de prévenir. Puis vous avez un cas qui est moins visible, c'est le vol de données. C'est de découvrir grâce à la veille que vous avez des données qui sont sorties. Mais pas suite à une attaque, suite à des attaques passées, suite à des attaques fournisseurs avec des données qu'on vous a tout simplement volées pour, généralement, hélas, on le voit de plus en plus, alimenter une IA. Donc là, vous êtes complètement victime. Et là, vous n'êtes que victime. Vous n'avez pas de responsabilité en cas de vol. Alors, vous devez faire une déclaration CNIL, mais là, il y a un vrai sujet sur cette partie vol de données directes qu'on voit de plus en plus. Et donc, pour cadrer tout ça, il y a des normes et des obligations qui vont vous permettre, de vous protéger, au mieux pour vous dégager de la responsabilité, limiter le risque où vous êtes victime et vous couvrir juridiquement par la même occasion, parce que le coût du juridique, des risques juridiques, fait partie des coûts d'une attaque cyber. Et du coup, comment on va pouvoir faire pour justement minimiser les coûts de cette fuite de données? Alors, je vais pas faire quelque chose de très innovant, mais le premier état, c'est qu'on constate qu'anticiper, c'est-à-dire se préparer aux attaques cyber, c'est déjà connaître les données qui sont déjà sorties, qui vont permettre des cyberattaques, dont cette anticipation va vous permettre de mettre en œuvre des plans d'action qui vont minimiser l'impact et maîtriser lorsque l'attaque cyber va se produire. Parce que s'il y a de la donnée dehors, il y aura des cyberattaques. Ensuite, c'est de faire attention quand on prend des solutions de veille ou d'anticipation et de surveillance, de ne pas se protéger en ajoutant un autre risque. C'est le risque de ne pas qualifier les solutions et de se dire, c'est le leader du marché, donc j'y vais, j'ai pas de souci. Il faut faire très attention parce qu'on découvre que la législation n'est pas la même selon les pays et qu'on peut embarquer en cherchant à se protéger un autre risque qui est un risque juridique. Et je ne parle pas du risque géopolitique sur le fait d'avoir ce type de solution aux US ou en Russie ou quel que soit dans le monde. Donc, il faut faire très attention quand on prend ce type de solution, de demander des éléments qui déterminent que les solutions que je prenne sont bien légales et pas seulement par la parole, c'est-à-dire une preuve de légalité, un document d'un juriste qui confirme qu'effectivement la solution est bien légale, ce qui vous dégagera de votre responsabilité de prendre des solutions légales. Parce que là, on est sur du pénal avec des risques en cascade.
Ce n'est pas parce que vous prenez un prestataire qui est illégal que ce que vous faites est légal. Et puis, il y a un enjeu qu'on oublie. Souvent, on ne savait pas trop à quoi servait le RGPD. Et en fait, plus vous êtes conforme au RGPD, moins le risque d'avoir des données dehors est important. C'est-à-dire que plus vous effacez les données qui ne vous servent à rien, en fait, qui traînent depuis des années, plus en cas d'attaque, moins en cas d'attaque, vous aurez de données qui sortent. Donc, c'est devenu vraiment un vecteur de minimisation des coûts suite à une cyberattaque. Plus vous êtes conforme, moins vous avez de données dehors. C'est aussi simple que ça. Et comment on va faire du coup maintenant pour faire de cette fuite une opportunité pour notre entreprise, Nicolas, s'il te plaît? Alors là, c'est tout l'enjeu. C'est effectivement de sortir de la vision risque-coût et de basculer dans un mode opportunité. Alors déjà, dans le cas de Dora et NIS 2, vous avez cette nécessité de contrôler vos fournisseurs. Donc, identifier une faiblesse de fournisseur, ça peut vous permettre d'identifier sur un cycle de production si un de vos fournisseurs se fait attaquer, qu'il y a un arrêt du service du côté de votre fournisseur, d'identifier l'impact de votre côté et de trouver des solutions dans vos plans de continuité d'activité pour éviter que ça pollue trop votre production. Donc, si vous faites ça, effectivement, vous en profitez pour redéfinir votre relation fournisseur et pour la renforcer. Et typiquement, l'aider à monter en gamme sur ces sujets-là. L'autre idée, c'est d'apporter, en cas de leak de données clients, une opportunité, c'est-à-dire un service supplémentaire pour avertir vos clients, d'être totalement transparent. Quand vous trouvez des données clients qui ont fuité via un fournisseur, c'est tout simplement de les prévenir, ce qui va renforcer la confiance, on en reparlera après, mais que vous avez avec vos clients et de vraiment voir ça comme une valeur ajoutée à vos produits. L'autre élément, c'est différenciateur, c'est dire clairement que vous faites l'effort, que vous êtes conforme et l'afficher. C'est-à-dire toute action côté cyber de protection peut être un élément différenciateur si en termes de communication et de marketing, c'est mis en avant. Et enfin, on l'a constaté parce qu'on l'a testé, la transparence, contrairement à ce que certains croient, c'est un gage de confiance. Et dire que vous vous préparez à une cyberattaque, montrer tout ce que vous avez mis en œuvre, vous avez des problèmes de production, vous le dites, vous communiquez et vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour résoudre le problème, on constate opérationnellement que c'est un véritable vecteur de confiance qui va renforcer votre relation client. Et enfin, pourquoi il est nécessaire d'anticiper ces fuites de données, Nicolas? On va revenir au coût. C'est-à-dire qu'effectivement, anticiper, ce n'est pas gratuit. Par contre, le premier point, c'est identifier les différentes faiblesses, parce que les cyberattaques vont se produire, et il faut savoir comment est-ce qu'elles vont se produire. Donc, on va identifier les différentes faiblesses, c'est là où ça va taper. Préparer une communication de crise, ça, ce n'est pas très cher, c'est de projeter dans le cadre d'une attaque cyber et préparer une communication pour la maîtriser. Parce qu'il y a des effets de bord, si on communique en période de crise. Ça peut être un support à la sensibilisation de vos équipes, c'est-à-dire en cas de data leak historique, c'est de leur dire, regardez, il y a des fiches de paye qui sont sorties, donc on va simuler en formation une attaque issue des informations des fiches de paye qui vous concernent. Donc ça va vraiment, au lieu de faire des formations un petit peu dans le vide générique, on va partir de la vraie matière, et ça sera beaucoup plus efficace pédagogiquement de se servir de cette matière comme support de formation. Enfin, c'est une force juridique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en avant que vous êtes conforme, que vous êtes prêt et d'avoir tous les éléments de préparation de réponse juridique à ce type d'attaque, mais aussi à des attaques de vos fournisseurs. Et là, ça permet simplement de se préparer de manière posément, d'être efficient, et ce qui va permettre d'optimiser les coûts de mise aux normes en le faisant dans un cadre opérationnel avec un apport qui est opérationnel. Si vous travaillez en réaction, vous allez travailler sur de la remédiation qui ne sera pas faite. Donc, il va falloir faire dans l'urgence. Et dans l'urgence, les coûts de prestation sont beaucoup plus chers. Vous allez devoir identifier les différents éléments qui sont sortis dans un temps court, puisque vous avez peu de temps pour faire vos déclarations et pour prévenir vos clients. Donc, une augmentation du stress et de la charge
de vos équipes. Vous allez devoir faire appel à un juriste qui va devoir cadrer dans l'urgence ce que vous devez faire et surtout ne pas faire. La temporalité de la communication est très courte, donc c'est très difficile à maîtriser. Et enfin, tous les risques juridiques induits, quand vous n'êtes pas posé et que vous réagissez, vous prenez aussi des risques juridiques en communiquant mal. On a eu des cas, et puis en vous exposant en termes de concurrence, parce qu'on retrouve de plus en plus, dans ce cas-là, des attaques pour concurrence déloyale si vous avez des données RGPD non conformes qui sortent. On revient à la partie RGPD. Et on a de plus en plus de cas. Et donc là, vous avez un impact sur votre production qui est direct, parce que quand vos équipes sont en crise et que vous devez gérer une crise, vos équipes produisent moins. Et là, le coût, on est à... Là, j'ai été sympa, j'ai fait x2. C'est x2 à x4 par rapport à de l'anticipation. C'est quand même mieux d'anticiper, finalement, on le voit. C'est assez difficile parce qu'on remet toujours à plus tard. On le fera plus tard. Et le risque, c'est justement de remettre à plus tard alors que ça se planifie. Je ne dis pas qu'il faut le faire demain, mais le planifier, c'est très important. Et les normes sont là pour guider aussi. C'est une contrainte, mais on découvre que c'est aussi pour la bonne cause. Eh bien, en tout cas, je te remercie, Nicolas, de nous avoir éclairé sur ce sujet durant ces 10 minutes. C'était très, très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre dès que possible. Et on vous remercie à tous d'avoir participé à notre 10 minutes live. Et on vous met l'adresse contact juste ici. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a fait tout un tas de webinaires l'année dernière sur plein de sujets différents qui sont disponibles sur notre page Facebook. Sur notre page YouTube. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous. Protégez-vous bien.